Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo. Commençons dès maintenant les actualités de la semaine 40. Dimanche dernier, alors que nous préparions le précédent Hebdo, le Miami Seaquarium, qui détient toujours l'orque Lolita, a publié un communiqué de presse indiquant que le parc allait réouvrir ses portes le 13 octobre prochain. Bien que nous savons que Lolita est toujours en vie, le parc n'a donné aucun détail supplémentaire sur son état de santé. Mais le Seaquarium a également informé que 7 de leurs 12 crocodiles du Nil avaient trouvé la mort durant l'ouragan Irma, certainement dû au stress de leur délocalisation dans un bassin censé les protéger. Encore des victimes de la captivité que leur fait subir les humains. Le lendemain, l'ONG Bloom a annoncé avoir déposé une plainte visant les Pays-Bas auprès de la Commission européenne. Cette plainte a pour but de dénoncer l'autorisation du gouvernement d'avoir illégalement autorisé les navires à pratiquer la pêche électrique, une technique très destructrice. Ce type de pêche consiste à envoyer des impulsions électriques dans le sédiment depuis un chalut afin de capturer des poissons benthiques, c'est-à-dire des poissons vivant sur le fond de la mer. L'association affirme également que les navires néerlandais emploient des tensions comprises entre 40 et 60 volts, alors que la tension réglementaire est de 15. Cette plainte intervient une semaine avant le vote de la Commission de la pêche du Parlement européen de considérer la pêche électrique comme conventionnelle. Nous vous tiendrons évidemment informés de la suite de la procédure. Le même jour, le club nautique de Sardaigne, le Costa Smeralda, l'un des clubs nautiques le plus exclusifs au monde, a élaboré une charte environnementale pour demander à ses 150 000 marins à travers le monde de réduire leur impact et leur pollution plastique dans les océans. Un petit geste qui peut signifier beaucoup. Applaudissons cette initiative et espérons qu'elle se répande rapidement à d'autres clubs nautiques à travers le monde. Lundi toujours, le secrétaire à l'environnement britannique, Michael Gove, a confirmé que son gouvernement travaillait avec l'industrie du plastique pour créer un système de récompense et retour des bouteilles plastiques. Ceci afin de lutter contre la pollution et en grande majorité la pollution plastique à travers le monde. La stratégie du gouvernement sera également d'impliquer des géants de l'industrie comme Coca-Cola par exemple. Des systèmes comme ceux-là ont déjà été introduits dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne et le Danemark où 90% des bouteilles sont retournées et recyclées. Croisons les doigts pour que cela se généralise à d'autres pays. Mardi, dans la presse néo-zélandaise, nous apprenions qu'un navire cargo avait transporté sur sa bulbe d'étrave le corps d'une baleine morte. Il s'agissait d'une baleine de Bride, longue de 12 mètres et faisant partie de l'annexe 1 des statuts CITES. Ce qui signifie que cette baleine fait partie des espèces dont la survie est la plus compromise. Les différents ports d'Auckland avaient pris la décision, dès 2013, de réduire la vitesse des navires en approche afin de limiter les risques de collision avec les baleines. Et jusqu'en 2016, aucun décès de baleine n'a été déclaré grâce à cette loi. Espérons que cet incident incitera les gestionnaires de ports à être encore plus stricts sur les procédures d'approche et sur la préservation de la faune et de la flore marine. Mercredi, la société Écocéan, qui œuvre entre autres pour la restauration écologique et la protection marine, annonçait avoir relâché 1000 poissons qui avaient été sauvés au mois de mars sur 3 sites différents. Les bébés poissons, devenus maintenant assez grands et assez forts pour survivre et se reproduire, sont donc remis dans leur milieu naturel. Espérons que ces 1000 poissons puissent repeupler rapidement la zone de la Ciotat où ils ont été relâchés avant de commencer à repeupler la Méditerranée. Le même jour, une nouvelle beaucoup moins réjouissante. Après avoir visité la ville de Klaksvik aux îles Féroé, le maire de la ville japonaise de Taiji avait fait la demande pour que ces deux villes soient partenaires. Accord qui vient d'être accepté par le conseil municipal de Klaksvik. Cet accord, bien que d'apparence symbolique pour deux villes qui pratiquent le massacre de cétacés sans commune mesure, permettra également aux Féroé d'agrandir la liste des espèces qu'ils pourront chasser régulièrement. Outre le globicéphale noir et le dauphin à flanc blanc, le marsouin commun, le dauphin à nez blanc et le dauphin tursiops feront également partie des espèces chassées. Je vous invite à rester connecté sur notre site pour découvrir, dans les jours à venir, la prochaine vidéo qui sera dédiée à la tradition féroïenne du grind. Ce jeudi, le célèbre magazine environnemental National Geographic annonçait l'ouverture de leur premier aquarium en plein cœur de New York. En effet, l'Ocean Odyssey ouvre ses portes en plein centre de Times Square, et le tout sans une seule goutte d'eau. Il s'agit pour le National Geographic de l'aquarium du futur.
Sans eau, sans captivité, mais tout en regardant le spectacle magnifique que peuvent nous offrir les animaux marins. Cela est devenu possible grâce à de multiples écrans géants de très haute qualité disposés partout dans le bâtiment, tels de vrais aquariums, mais également grâce aux milliers d'heures d'archives vidéo de National Geographic. Et ce n'est pas tout, la modélisation 3D de chaque sardine, pingouin ou autre anguille a été réalisée par l'équipe technique qui a animé les dragons dans la série à succès Game of Thrones. Et enfin, pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, 27% du prix de vente des tickets est reversé directement à la mission de conservation de la National Geographic Society. Si vous passez par New York, n'oubliez pas d'aller y faire un tour. Le même jour, lors d'une conférence internationale organisée à Malte sur la gouvernance des océans, le prince Charles d'Angleterre a estimé que des actions décisives étaient nécessaires pour assurer la survie des océans, en particulier contre la pollution plastique. Nous sommes vraiment proches d'arriver au point où, quel que soit le poisson que vous mangerez, il contiendra du plastique, a avancé l'héritier du trône britannique. L'Union européenne a annoncé durant cette conférence 36 actions concrètes destinées à améliorer la santé, la propreté, la sûreté et la sécurité des mers. Le montant de ces engagements s'élève à 550 millions d'euros. Il s'agit par exemple de la lutte contre la piraterie au sud-est de l'Afrique, des mesures pour réduire les rejets de plastique dans l'environnement ou d'un programme de surveillance du milieu marin par satellite. Espérons surtout que ces décisions seront pour le bien de la planète et de la communauté, et non pas pour favoriser certaines multinationales. Mais seul l'avenir nous le dira. Jeudi toujours, de mauvaises nouvelles en provenance du Canada. Vous le savez tous, nous en avons déjà parlé dans l'hebdo de la semaine 37. De nombreuses baleines noires, appelées aussi baleines franches, sont décimées depuis le début de cet été. Des autopsies pratiquées sur 6 carcasses de baleines récupérées le long des côtes canadiennes montrent que 4 d'entre elles sont mortes d'hémorragie causée par de probables collisions avec des navires. Une 5e fut prise au piège dans des équipements de pêche, tandis que les causes de la mort de la 6e baleine n'ont pas pu être établies avec précision. Cette mortalité coïncide avec la circulation accrue des chalutiers dans le fleuve Saint-Laurent pour la haute saison de la pêche, dont dépendent de nombreuses zones côtières. Nous espérons que de nouvelles mesures strictes verront le jour pour protéger cette espèce déjà très menacée. Enfin, dans un rapport publié ce vendredi, le comité scientifique de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, le CICTA, propose que le quota de pêche des thons rouges de Méditerranée et de l'Est Atlantique soit porté à 36 000 tonnes d'ici à 2020. Pourtant, l'ONG Pew précise qu'un quota de 36 000 tonnes annuelles conduirait à un déclin de la population de thons. Proposer une telle hausse paraît d'autant plus étonnant que, selon le comité lui-même, les captures doivent rester inférieures à 28 000 tonnes par an pour garantir la stabilité ou la croissance de la population. Le comité estime en effet qu'un tel quota amène une probabilité que la population continue à augmenter de plus de 50%, indique toujours l'ONG Pew. Nous attirons donc votre attention que le quota actuel ne permet de garantir que légèrement plus de 50% de survie de la population de thons. En 2014, le quota était de 13 500 tonnes, soit moins de la moitié de l'actuel. De telles hausses affecteront automatiquement les populations de thons. Encore une fois, nous voici devant un exemple réel de cupidité humaine. Espérons une prise de conscience et un refus de cette proposition dès ce lundi. Voilà, nous arrivons au bout de cet hebdo, nous espérons qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Prenez soin de vous et des océans. Et à la semaine prochaine. Récifalement vôtre.